Amis les composants, bonjour. Lors de mon dernier live, un internaute m'a suggéré de faire une vidéo, attention, on veut dire des débutants, hein, quelque part, pour expliquer un petit peu quelques bonnes pratiques ou quelques règles à suivre pour pouvoir éventuellement substituer des composants. Alors, c'est quoi la question? La question, c'est que on n'a pas toujours en stock le composant pile poil identique à celui dont on a besoin pour réparer ou fabriquer un montage. Et est-ce qu'on peut lui en substituer un autre? Et la réponse, c'est, comme souvent malheureusement, c'est ça dépend. Mais la bonne nouvelle, on va voir qu'au moins pour les composants discrets, c'est souvent quand même oui. Et c'est bien sûr quelque chose d'intéressant, hein, surtout, je veux dire, quand on est un petit peu, je veux dire, amateur, hein, bidouilleur, où, voilà, on a de la récup, on a du stock, et la loi de Murphy fait bien sûr qu'on a du stock, mais on n'a jamais le composant dont on a besoin. Donc, comment on peut s'en sortir? En gros, la méthode de base qu'il faut se rappeler, et on va la voir plus en détail, c'est que, en gros, il faut regarder ce qu'on appelle les valeurs limites et les valeurs nominales. Pour les valeurs nominales, normalement, on va voir qu'il faut mieux quand même essayer de prendre les mêmes, sauf si on a, je veux dire, voilà, fait du rétro-engineering, où on a le schéma, où on peut se permettre éventuellement des fois de faire des changements plus osés, on va dire. Et pour les valeurs limites, on va voir que c'est simple, en gros, c'est qui peut le plus, peut le moins. Alors, on va faire ça un petit peu composant par composant. Alors, dans le cas des résistances, les résistances, hein, je rappelle que leur valeur est en ohms, généralement, là, je veux dire, faut prendre la même valeur. C'est-à-dire que si on a une résistance de 10 ohms, il faut la remplacer par une résistance de 10 ohms. Alors, dans bien des cas quand même, au moins dans la série IE24, on peut quand même se permettre des variations. C'est-à-dire, la série IE24, il y aura 9,1 ohms ou 11 ohms. Voilà, des fois, ça peut quand même le faire. Mais voilà, encore une fois, là, c'est un petit peu, ça dépend un petit peu du circuit. Par contre, au niveau des valeurs limites, là, il y a la puissance qui doit être supérieure ou égale, la tolérance qui doit être inférieure ou égale. Alors attention quand même ici à la notion de puissance. C'est que dans le cas des résistances, la notion de puissance, elle est relativement liée à la notion de boîtier. C'est-à-dire que très souvent, par exemple, hein, c'est la photo qu'il y a ici, on va utiliser des résistances dites quart de watt, par exemple, mais ces résistances quart de watt, on les a pas pris simplement parce que elles devaient dissiper un quart de watt, mais parce que voilà, c'est la taille, parce que là, voilà, c'était plus petit. Après, il y a les 1/8 de watt et choses comme ça. Ça veut dire que quand je dis puissance supérieure ou égale, je parle de la vraie puissance dissipée. Donc là, c'est pareil. Généralement, soit on peut la mesurer, soit on peut quand même faire des calculs. Voilà, une résistance de 10K, elle est montée en 5 volts. Il y a quand même des chances qu'elle ne dissipe pas une grosse puissance. Donc à ce moment-là, oui, on peut se permettre éventuellement de faire des changements plus adéquats. Alors quelque chose qu'il faut penser aussi, c'est les associations séries parallèles, surtout avec la résistance où ça se fait très bien, hein. Je vous rappelle que je vous avais montré dans mon site, là, le site Wolfram Alpha, où on tape la valeur en ohms et il donne plein de combinaisons. Et généralement, voilà, en faisant ce genre de combinaison, on peut s'en rapprocher. Et c'est vrai aussi pour les puissances. Par exemple, si on a besoin d'une résistance, n'importe quoi, de 100 ohms, 1 watt, on peut mettre 250 ohms, demi-watt en série, par exemple. Je veux dire, c'est tout à fait possible. Et là, on ne dépassera pas leur valeur. Alors, quand on peut, c'est quand même bien de respecter la techno. Couche métal, résistance carbone. Après, c'est pareil, tout dépend des montages. Après, en CMS, souvent, il y a aussi la taille. Hein, dans tous les cas, je vais pas le répéter à chaque fois, mais de toute façon, alors là, ça dépend si on fait un nouveau montage ou si on en répare un. Quand on en répare un, je veux dire, d'avoir un boîtier à peu près identique, c'est quand même bien. Même si, voilà, j'ai une petite résistance CMS 0802 et j'ai une résistance de 24 watts énorme. Oui, électriquement, je peux la souder à la place. Ça va pas forcément donner quelque chose de super, quoi. Alors, il y a quand même des précautions à prendre dans certains cas. Le cas des résistances fusibles, hein, je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet, où là, il y a une question de protection, un petit peu pour des raisons de sécurité, il faut essayer de mettre des sens de la même puissance, sachant que des fois, on peut un peu se baser sur la taille du boîtier, quoi. Voilà, parce que c'est vrai que on les connaît pas forcément exactement. Et après, alors, il y a toujours des cas un peu bizarres, genre des résistances haute tension, des résistances spéciales pour la HF. Hein. Voilà, dès qu'on va commencer à se lancer dans le bizarre, là, généralement, alors c'est pareil, hein, faut un peu au cas par cas, mais il faut quand même éventuellement faire attention.
Alors pour les condensateurs, la valeur nominale elle est en farad. Alors souvent c'est des sous-unités, microfarad, nanofarad, picofarad. Là c'est pareil, dans le doute, on va prendre la même valeur. Même si, encore une fois, dans bien des cas, on peut se permettre pas mal de changements. Et là, c'est toujours pareil, c'est des condensateurs qui servent à quoi? Si c'est dans un oscillateur, un circuit accordé, un truc comme ça, la valeur risque quand même d'être importante. Si c'est pour faire du découplage, voilà, vous avez des 100 nanos de découplage, vous mettez des 120 ou même des 47 nanos, généralement, ça le fera quand même, quoi. Je veux dire, sur ce genre d'application, il y a énormément de marge. Je rappelle aussi que les condensateurs électrochimiques, les modèles qu'on voit ici, déjà à la base, ils ont des tolérances énormes. Donc c'est pareil, souvent c'est pas au farad près, quoi. Je veux dire, vous avez un condensateur, je sais pas moi, de 2200 microfarads de filtrage. Voilà, souvent on peut se mettre un peu plus. Si vous mettez un 3300 à la place, ça aura peut-être un petit pic de courant un peu plus au démarrage, mais généralement ça le fera, quoi. Donc là, encore une fois, plus on va connaître son circuit, plus on va pouvoir savoir dans quelle mesure on peut se permettre de changer. Mais je veux dire, dans le doute, et si on ne connaît pas trop, faut prendre la même valeur en farad. Comme pour les résistances, il faut prendre la même valeur en autre. Alors les valeurs limites, la valeur limite d'un condensateur, c'est vraiment sa tension. Et là, ce qu'il faut prendre, c'est une tension supérieure ou égale. Mettre plus, c'est pas gênant. C'est-à-dire, vous avez un métage qui a un 10 micro 16 volts, vous mettez un 10 micro 25 volts, et ça marchera très bien. Là-dessus, il y a pas de problème particulier. Bon, après, il faut rester raisonnable. On peut mettre un 10 micro 3000 volts, en admettant que ça existe. Mais voilà, ça, généralement, on peut faire pour les tolérances. C'est pareil. Si c'est un condensateur à 10%, généralement, on peut mettre un condensateur à 10%. En fait, plus les tolérances sont basses, c'est vrai aussi pour la résistance, plus si le concepteur a choisi des tolérances faibles, c'est que c'est important la valeur. Si vous voyez un condensateur à 1%, ce qui est mon foi relativement rare, ça coûte très cher. Donc si le concepteur a mis un truc à 1%, c'est qu'il a des bonnes raisons pour ça. Donc là-dessus, il faut y faire attention. Alors là encore, on peut faire des associations séries parallèles, bien que sur les condensateurs, il faut mieux faire des associations parallèles que séries. Mais là, par contre, souvent, ça peut le faire relativement bien. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est les condensateurs polarisés, non polarisés. Je rappelle que la polarisation d'un condensateur, c'est un effet parasite, c'est pas un truc voulu. Ça veut dire qu'on peut toujours remplacer un polarisé par un non polarisé. Par contre, l'inverse, c'est pas vrai. C'est-à-dire que vous avez, je sais pas moi, un 0,1 microfarad polarisé, vous mettez un 0,1 microfarad pas polarisé, ça fera très bien le job. Par contre, dans l'inverse, non. Là, c'est pareil, ça va dépendre des montages. Il y a des montages où on peut, et si on peut, faut se poser la question dans quel sens. Faut bien regarder à ce moment-là, voilà, à chaque. Ici encore, faut essayer quand même de respecter la techno. S'ils ont mis des condensateurs céramiques, des X2, des Y, je vous ai déjà parlé de tout ça, c'est quand même mieux d'essayer de mettre des condensateurs du même style, quoi. Alors, dans les électrochimiques, principalement, et surtout dans le cas des aliments à découpage, il faut mieux favoriser un ESR faible. À la limite, même si on avait le doute, ce qu'on remplace, on savait pas. Je veux dire, voilà, plus il sera faible, mieux ça sera. Plus la température sera élevée, marquée sur la capa, mieux ça sera. Voilà, si vous avez un 105 degrés avec un ESR très faible, même si vous remplacez un qui était un 80, ça ne pourra faire que du bien. Et même dans le cas souvent des aliments à découpage, j'en ai déjà parlé, c'est plutôt une bonne idée de prendre aussi un peu plus de tension, parce que souvent les mecs sont assez rac-rac. C'est-à-dire il y avait des micros 10 volts, si vous avez ça sous la main et que ça tient au niveau de la place, mettre un 10 micros 16 volts, ça ne pourra faire que du bien. Généralement les ESR sont plus faibles avec les tensions élevées. Alors un petit cas quand même, pourquoi je le mets? Parce que j'ai eu une fois quelqu'un qui avait un problème avec ça. Dans les capacités variables, il y a aussi une tension max sur les condensateurs variables. Alors c'est surtout vrai pour des montages à tube ou à haute tension, sur les montages à transistors, on s'en fout un peu. Mais j'ai vu une fois quelqu'un qui avait changé de condensateur variable, mais en montage à tube, et je veux dire, il tenait pas la tension et ça faisait des bêtises. Donc voilà pour les condensateurs. Alors nos amis les selfs, c'est un petit peu plus chaud. Alors là, la valeur nominale c'est des Henry. Il y a micro, nano, pico, pareil. Là, pareil, on va essayer de prendre la même. Même système, je répète pas, dans la série 24, il y a des tas de cas où on peut. Mais il y a d'autres paramètres dans les selfs qui peuvent quand même jouer énormément. Il y a la résistance en ohms, qui est souvent liée aussi à ce qu'on appelle le facteur de qualité de la self.
Il y a la fréquence max de fonctionnement, je vous ai aussi montré ça dans des vidéos. Et là, ça peut jouer énormément. Si vous mettez par exemple un Tor comme ça, si c'est un Tor genre anti-parasitage, démontage à triac, et ça ne pourra pas remplacer un Tor dans un montage à chef ou de certaines alimes à découpage. Donc là-dessus, il faut quand même faire très attention. Il y a un paramètre très important dans certains cas, ça s'appelle le courant de saturation, je vous en ai aussi déjà parlé, et là c'est pareil, il faut qu'il soit supérieur ou égal. Le self qui sature, c'est la pire des choses qui peut arriver. Je rappelle qu'une self, ça sert un petit peu de réservoir de courant, et qu'une self qui sature, ça veut dire qu'arrivée à une certaine valeur, elle ne pourra plus en absorber, et à ce moment-là, elle se transforme en résistance de très faible valeur, vu que c'est la résistance des fils. Et ça peut faire vraiment des bêtises. Enfin, souvent, dans des éléments de découpage, si on met des selfs qui supportent pas un courant de saturation suffisant, ça va faire des destructions. La tolérance, un petit peu pareil. Donc là, c'est pour ça que sur les selfs, on peut quand même souvent se baser sur un petit peu la gueule des selfs, quoi. Là, je vous ai mis différentes photos. Voilà, la taille des fils de scie, éventuellement une idée. Voilà, faut pas espérer transformer une self comme ça avec des gros fils, avec une qui a des fils super fins, quoi. Il y a peu de chances que ça va, même si la valeur en micro-henries est la même. C'est vraiment pas que ce paramètre-là qui est important pour les selfs. Donc là, c'est plus difficile. Maintenant, le bon côté de ça, c'est que c'est quand même des composants qui sont assez costauds, parce qu'ils sont simples, en fait, c'est des bouts de fil, hein. Donc c'est assez rare qu'ils soient abîmés. Alors ça arrive qu'ils se cassent, parce que c'est assez fragile, la ferrite, pour certaines, mais qui crament, je dis pas que ça arrive pas, mais c'est quand même pas la panne la plus fréquente. Après les selfs, les transfos, et alors là, il y a plusieurs sortes de transfos. Il y a les transfos, on va dire BF, qui marchent à la fréquence du secteur, et les transfos plutôt HF, comme on va trouver dans les alimes à découpage, ou carrément après, mais là c'est plus des bobines, enfin c'est un peu comme les bobines, les transfos, genre transformateurs d'impédance, ou des choses comme ça. Dans le cas au moins des transformateurs, je veux dire d'alimentation, la valeur nominale, c'est la tension en volts à la charge nominale. En ampères, hein, j'ai mis ici en VA, c'est pas vraiment correct. En fait, VA, c'est la puissance du transfo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on vous vend un transformateur 6 volts, 6 volts, 6 VA, par exemple, on peut bien comprendre, ça veut dire qu'il donnera 6 volts à 1 ampère. La tension à vide sera toujours plus élevée parce qu'il y a des pertes. Donc là, si vous aviez un transfo qui était censé donner, je sais pas moi, du 12 volts, voilà, vous prenez du 12 volts, a priori, ça marchera. Je rappelle que c'est de la tension efficace, hein, c'est pas la tension redressée, hein. Donc là, on peut prendre la même, et encore une fois, dans bien des cas, quand même, il y a un peu de marge, c'est pas parce qu'il y a un peu de volts en plus ou en moins. Ce qu'il va falloir voir aussi, quand même, c'est la topologie des enroulements. Il y a des transfos qui ont un seul secondaire, mais il y en a qui ont des secondaires avec des prises intermédiaires, qui en ont plusieurs, des choses comme ça. Et là, c'est un petit peu, des fois, un petit peu chaud. Je rappelle que là, la valeur limite, c'est déjà la puissance, justement, en volt-ampère. Donc là, c'est pareil qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire qu'on peut prendre des transfos, si il y avait un 10 VA à la base, on met un 20 VA, ça le fera. Faut pas prendre en dessous. Mais quand il y a des enroulements secondaires, ça peut être piégeux parce qu'ils sont pas forcément pareils. Par exemple, vous aviez un transfo avec un gros enroulement, je sais pas, avec du gros fil qui pour le 5 volts et un fil très fin pour le 12 volts. Ça veut dire qu'il pouvait donner beaucoup plus de courant sur le 5 volts. Et quand on donne la puissance en VA d'un transfo, souvent c'est la puissance totale. Donc là-dessus, si on a des doutes, faut essayer de regarder la taille des fils. C'est quand même une bonne indication. Je dirais même, si on connaît pas les puissances en VA et tout, la taille du transfo est aussi une bonne indication dans la mesure où, je veux dire, c'est les mêmes calculs. Les mecs s'amusent pas à faire des transfos beaucoup plus petits ou beaucoup plus gros. Donc en règle générale, si voilà, vous avez un transfo, même si vous connaissez pas la puissance, si vous en prenez un à peu près à la même taille, qui donne à peu près la même tension, généralement ça le fera. Alors il y a un autre paramètre qui peut jouer, c'est la fréquence. Un transfo généralement acceptera relativement bien de travailler une fréquence un peu supérieure à celle pour laquelle il est conçu, mais pas dans le sens. C'est-à-dire en gros, alors ça c'est par exemple pour du matériel qui serait utilisé au Canada ou aux USA où ils sont en 60 Hz. Si vous avez un transfo 50 Hz et vous le faites marcher en 60, il n'y aura pas de problème. Dans l'autre sens, il y aura des problèmes. Alors déjà il perdra de la puissance, mais dans certains cas même
ça peut pas bien fonctionner. Donc en gros, voilà, ce qu'il faut se rappeler avec les transfos, c'est que, je veux dire, voilà, on peut les faire marcher à des fréquences un peu plus élevées que la fréquence nominale, mais il faut pas descendre en dessous. Quand on va avoir des transfos d'AIM et découpage, pareil, c'est des composants qui crament assez rarement, mais ça peut arriver. Là, c'est vachement plus compliqué, parce que très souvent, les refs qu'il y a dessus, c'est des refs qu'on retrouve pas, c'est des numéros internes. On voit 6783 sur le transfo, ça donne pas d'idée. Et là, bah, c'est très compliqué, parce que, je veux dire, même si visuellement il fait la même taille, faudrait trouver une alim qui marche de la même façon, pour le même courant, donc honnêtement, c'est quand même beaucoup plus difficile. Alors maintenant, nos amis les LED. Alors là, on va faire deux grandes familles de LED. Les LED, je veux dire, genre colorés, qui servent d'indication. Genre, voilà, je vous ai mis ici la photo, hein, les 5 mm, 3 mm et tout. Là, généralement, je veux dire, on peut les changer. Surtout si on met la même couleur, une rouge, ça ira avec une rouge et tout. Alors c'est vrai que les LED maintenant modernes sont souvent un meilleur rendement, c'est-à-dire ils vont peut-être éclairer un peu plus fort que d'autres, mais généralement, voilà, c'est pas très très gênant. Au pire, on peut rajouter une résistance en série si vraiment il y a besoin. Alors, il y a quelques cas quand même un peu spéciaux. Il y a des fois des LED dites basse consommation, c'est-à-dire qui marchent avec des courants beaucoup plus faibles. Si on met une LED normale à la place, souvent, va s'éclairer beaucoup moins. Il y a les LED un peu spéciales, genre des LED clignotantes par exemple, où là c'est un petit peu différent, et là il faut mieux prendre des modèles du même type. Au niveau des couleurs, c'est pareil, on peut jouer relativement. Généralement, tout ce qui est rouge, vert, jaune, c'est à peu près interchangeable. Par contre, tout ce qui est blanc et bleu, généralement la tension directe est plus élevée. Et là, éventuellement, on peut être amené à baisser une résistance ou à s'arranger. Maintenant, pareil, hein, les LED modernes, souvent, elles sont très lumineuses. Donc si on met une bleue à la place d'une rouge, elle éclairera pas au max de ce qu'elle peut faire, mais souvent elle éclairera assez pour donner une indication. Alors pour les LED d'éclairage, hein, toutes ces LED dont je vous ai déjà montré, là, qu'on retrouvait dans les ampoules et tout, alors là c'est quand même vachement plus chiant parce que bon, ça se présente souvent soit comme ça, soit dans les espèces de filaments là. Enfin quand c'est comme ça, bah, le boîtier ça donne pas vraiment quand même d'indication. Et très souvent, il n'y a pas de ref marqué dessus, il n'y a rien. Généralement, mais pas toujours, on peut se dire que si on prend une ampoule de même puissance, qui a à peu près le même nombre de LED, généralement, ça a des chances de le faire, mais pas toujours. Et c'est vraiment pas évident, quoi. Là-dessus, il faut essayer de voir aussi comment elles sont pilotées. Est-ce que c'est simplement un pont redressé? Est-ce que il y a un driver? Enfin voilà, là c'est pareil. C'est quand même souvent pas évident de trouver la bonne LED pour réparer. Bon, après, souvent, on peut essayer, dans le pire des cas où ça recrame, la LED qu'on met, elle crame, soit elle éclaire moins fort, mais voilà. Je veux dire, comme ça qu'on peut faire quand on n'a pas plus d'infos. Alors maintenant, nos amis les diodes. Alors là, pareil, on va dire pour toutes les utilisations en redressement secteur, redressement EBF, c'est-à-dire en gros derrière un transfo 50 Hz, enfin voilà, toutes les diodes comme ça. Là-dessus, c'est relativement simple. Si on a une diode, on regarde le courant max qu'elle peut tenir et la tension. Hein, alors, attention quand même, dans le courant, souvent il y a un courant pic et il y a le courant, je veux dire, d'utilisation en continu. Donc c'est ce courant-là qu'il faut prendre. Et là-dessus, généralement, si on prend plus, on craint rien. C'est-à-dire une diode qui est à l'origine, elle tenait 1 ampère, je dis n'importe quoi, 500 volts. Bon, on met une 1 ampère 600 volts, ça ira. On met une 3 ampères 500 volts, ça ira quoi. Généralement, c'est quand même rare dans ce genre d'utilisation qu'on ait des problèmes à faire ça. Et alors là-dessus, ça veut dire très bizarre. Hein, si on regarde les références, il y en a je sais pas combien de milliers, alors qu'à la base, c'est quasiment tout. Donc là-dessus, c'est relativement simple. Et c'est vrai aussi pour les ponts de diode ici. Pour les alimes des découpages, diode par exemple rapide, alors, elle peut ressembler aussi à ça ou à ça. Là, faut faire attention parce que la notion de vitesse est très importante. Vous pouvez pas mettre par exemple une diode Schottky à la sortie d'une AIM à découpage, vous mettre une AN 4007, là ça va faire des tas de bêtises parce qu'elle va pas du tout assez vite. Donc là, si on a la ref de la diode d'origine, c'est pareil, il faut regarder son datasheet et mettre des diodes qui bien sûr tiennent aussi le courant égal ou supérieur, la tension égale ou supérieure, mais aussi une vitesse à peu près identique, voire même supérieure, je veux dire. Mais
Prendre une diode plus lente, ça peut être gênant. Pour tout ce qui va être diode de signal, alors là, il faut mieux quand même souvent respecter la techno, c'est-à-dire germanium, Schottky. Alors là, c'est pareil, ça va énormément dépendre de à quoi sert la diode et ce qu'elle fait. On peut des fois remplacer une N4148, par exemple, par une Schottky BAT85, mais il y a des montages où ça va pas le faire bien, quoi. Donc là, c'est pareil, il faut faire attention. Il faut aussi regarder la vitesse, la capa parasite de la diode. Il y a des montages où c'est très très important. Après, dans le cas des diodes spéciales, genre varicap, tunnel et tout, bah là c'est pareil, on commence à se spécialiser. Là, faut essayer de prendre de plus près de l'original ou bon, après souvent on peut faire des tests et puis voir ce que ça donne. Au pire, ça marche pas, mais je veux dire, si on met une varicap qui est pas bonne, bah on n'aura peut-être pas le réglage qu'on veut, la plage qu'on veut de fréquence ou des trucs comme ça, mais je veux dire, généralement on risque rien de péter, quoi. Au pire, ça marchera pas. Cas des Zener, donc la valeur nominale, bah, c'est la tension, hein. Une Zener 6 volts, c'est une Zener 6 volts, hein. Et là, c'est surtout la puissance qui compte. Donc là, pareil, puissance égale ou supérieure. Remplacer une Zener 6 volts 1 watt par une 2 watts, généralement, ça risque de le faire, quoi. Par contre, dans l'inverse, bah, pas forcément. Là, c'est pareil. Il faut aussi essayer de voir le courant qui passe dedans. Enfin, voilà, je vais pas vous redire ce que je vous ai déjà dit. Alors, des fois, on peut mettre des Zener en série. Ça le fait relativement bien. Par exemple, si vous avez besoin d'une Zener 12 volts, bah, vous en mettez, je sais pas, 2 de 6 en série. Généralement, ça le fera plutôt bien. Ça, faut pas les mettre en parallèle. Par contre, mais en série, on peut. Dans certains cas, on peut aussi s'en sortir avec une Zener ajustable, hein, le fameux TL431. Là, il suffit de calculer la résistance qui va bien et ça peut faire aussi la maille, comme on dit. Alors, pour tout ce qui va être TVS, Varistor, hein, on remplace pas un TVS par une Zener et vice versa. Mais pour ce truc-là, alors faut bien sûr prendre aussi la même tension, hein, TVS. Voilà, si c'est un 10 volts, bah, faut prendre un 10 volts. Par contre, là, faut essayer de prendre, bah, pareil, des TVS ou parce que c'est ce que je dis, c'est aussi vrai pour les varistors souvent, qui vont tenir la même capacité de courant. Alors ça, c'est pareil. Soit on a le datasheet qui va bien et là on peut voir. Sinon, on peut comme se baser un peu sur la forme du boîtier. Par exemple, généralement, la taille du boîtier du TVS, ça peut donner une indication. C'est pas une super indication, mais dans le doute, ça peut permettre de voir. Alors maintenant, les bêtes à trois pattes, les transistors, thyristors, triac et tout. Donc là, bah, de toute façon, ce qu'il faut, c'est quand même respecter les grandes familles. On remplacera pas un NPN par un PNP ou un MOSFET, hein. J'ai vu une fois dans un tiroir Tektro, un gars qui avait mis un transistor PNP à la place d'un JFET. Là, je sais pas ce qu'il avait fumé le gars, mais c'est sûr que ça peut pas fonctionner. Après, bah, ce qu'il faut déjà regarder, hein, je vous ai déjà montré ça hein, dans les vidéos sur les datasheets. Bah, déjà, il y a tous les paramètres max. Hein, s'il y avait un transistor, voilà, s'il donnait max pour 30 volts, 1 ampère, 3 watts, je dis n'importe quoi. Voilà, là c'est un petit peu qui peut le plus, peut le moins. Mais encore une fois, c'est un petit peu comme j'ai dit pour les résistances. Par exemple, un montage est alimenté en 12 volts et qu'il y avait un transistor 40 volts, bon, il y a quand même peu de chances qu'il ait besoin de tenir 40 volts. Donc là, on peut se permettre de mettre moins. C'est toujours pareil, après, chaque cas est un petit peu particulier. Enfin, en gros, il y a déjà ça à regarder. Et après, ben là, c'est pareil, ça va dépendre vachement de l'utilisation du transistor. Est-ce qu'il est mis en ampli, en mode saturé pour les MOSFET, quand même, la notion de RDS on, il faut essayer de prendre inférieur ou égal, on va dire. Le VCE SAT d'un transistor, attention, il faut regarder au courant de charge max. Pareil, il faut essayer de prendre dans les mêmes eaux. La vitesse, alors c'est pareil, voilà, à quoi il sert le transistor. Si c'est pour commander un relais, on va dire la vitesse, on s'en tape un peu. Dans le cas d'une allumette à découpage, la MOSFET, là, ça peut être très très important. Il peut y avoir la notion de gain. Prendre quand même des transistors qui ont le même plage de gain. Le gain d'un transistor, c'est toujours quelque chose de très variable, mais je veux dire, si le datasheet donne pour un transistor, je sais pas, gain minimal 300, bah, faut le transformer, faut le remplacer par un transistor qui a un gain minimal de 300, pardon. Dans certains cas, il y a le bruit, dans des préamplis BF ou HF, des trucs comme ça, le bruit est important. Il y a bien sûr la fréquence max, je l'ai pas mis là, mais ça peut bien sûr jouer, enfin si, c'est un peu comme la vitesse, hein, quelque part. Alors là, une bonne astuce, hein, je vous l'ai souvent dit, je vous le redis, bah, c'est d'aller dans les moteurs de recherche.
Si vous allez par exemple sur n'importe quel site, Radiosphère, TME, Moser, tous ces trucs-là, ils ont des super filtres. Donc si vous mettez le transistor d'origine, par exemple n'importe quoi, BC547, vous regardez ces paramètres, et ben, vous pouvez faire des filtres sur les paramètres supérieurs ou égaux à ce que vous cherchez. Ça vous donnera plein de références qui peuvent éventuellement le remplacer. Alors il y a aussi des bouquins d'équivalence sur les transistors, il y a des sites qui le donnent, dans certains cas, après avec plus ou moins de bonheur, ici. Maintenant, voilà, là on commence à se spécialiser et ça devient quand même vachement difficile, je veux dire, en fonction de l'application. Ce qui est sûr, c'est que si on prend un modèle dont les valeurs max ici sont à peu près supérieures ou égales, bon, comme je disais tout à l'heure, quoi, on prend pas un grand risque à essayer, on essaye. Dans le pire des cas, ça marche pas quand même. Alors maintenant, on va attaquer les circuits intégrés. Alors déjà, pour tout ce qui est analogique, ampli-op, comparateur, là, bah, c'est pareil. Ce qu'il faut déjà regarder, c'est la tension d'alim. Est-ce que ça marche bien? Les limites en mode commun, j'en ai parlé. Alors ça, c'est très important. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles ça marche pas. Le produit gain-bande ou la vitesse, enfin dans le cas des comparateurs. Donc ça, bah, c'est pareil. C'est pas... Je veux dire, tout va dépendre aussi de l'utilisation. Mais enfin, généralement, quand même, faut quand même y faire attention. Le sleurette, hein, qui est le temps de monter. Hein, enfin, en gros, le produit gain-bande et le sleurette, ça va vous donner des indications sur la vitesse. Dans certains cas, pas toujours, il y a les tensions et les courants d'offset. Alors, il y a le brochage. C'est sûr que si on veut le remplacer sur un montage existant, faut essayer de prendre un AOP qui va avoir le même brochage. Alors, c'est comme relativement normalisé. Là-dessus, enfin voilà, généralement on peut, je veux dire, à trouver facilement quand même des équivalents. Et c'est pareil, si on prend le même brochage et tout, souvent, bah, ce qu'on risque, c'est éventuellement d'avoir un montage qui marche peut-être pas aussi bien ou des trucs comme ça. Maintenant, est-ce qu'on va le bousiller? Bien qu'il faut quand même faire attention aux tensions d'alim. Les premiers amplis hop, c'était toujours plus 15, moins 15, voire plus. Mais maintenant, par exemple, il y a des rail to rail, des trucs comme ça. Faut pas, bon, si on les alimente en plus 15, moins 15, ils crament instantanément. Donc voilà, et là il faut voilà, essayer de voir si on peut. Après, je vais en parler tout à l'heure, hein, il y a aussi les boîtiers, il y a des 741, il y en a X variantes des 741, c'est le LM 741, le U 741, il y a la valeur en militaire, en boîtier céramique et tout ça. Généralement, dans bien des cas, ça va le faire, quoi. C'est surtout en amateur. Si vous mettez un modèle militaire à la place d'un modèle grand public, le montage il marche à pareil, quoi. Mais voilà, c'est pas forcément évident. Et justement, ce que je dis au niveau des circuits intégrés en général, bah, faut regarder déjà les équivalences fonctionnelles et le brochage. Alors, quand je dis fonctionnel, ça veut dire que par exemple une bascule D, c'est une bascule D. Souvent, on peut en trouver d'autres. Mais on peut trouver des bascules qui n'ont pas forcément le même brochage. Alors c'est pareil, si c'est pour faire un nouveau montage sur une breadboard, bah, c'est pas gênant, on s'adapte au nouveau brochage. Si c'est pour remplacer sur un PCB, faut essayer que ça soit ce qu'on appelle compatible broche à broche, hein, les Anglais disent pin to pin, pour voir ça. Il y a des cas de famille logique. Est-ce qu'on peut transformer un 74 LS 04 par un 74 04 ou par un 74 C04? Là, c'est pareil, faut regarder, voir déjà les tensions d'alim. La TTL, c'est 5 volts, un 74 C04, ça va être de 3 à 15. Donc, c'est pas forcément bon. Il faut regarder une niveau logique. Sur un 74, par exemple, HC04, le threshold, hein, c'est-à-dire la différence entre un 0 et un 1, est à peu près au moitié de la tension d'alim. Donc ça peut pas fonctionner sur de la TTL. C'est-à-dire pour ça qu'il y a la fameuse série HCT. Hein, je rappelle, les HCT, ça change rien en sortie, mais en entrée, ils sont conçus pour s'adapter au niveau de la TTL. Il y a ce qu'on appelle le fan-in, fan-out. C'est-à-dire en fait comment on peut charger les entrées et les sorties. C'est pour ça qu'on peut pas forcément remplacer un circuit TTL par de la TTL-LS, par exemple. Puis, enfin voilà. Donc là, encore une fois, ça va dépendre de pas mal de choses. Par contre, souvent, il y a aussi des qualités. Par exemple, typiquement, il y a beaucoup de circuits linéaires monolithiques là de National. Le LM 399, 299, 199, c'est le même circuit. Il y a des chances, quasiment même sûr, ils sont interchangeables. Mais ils n'ont pas les mêmes specs. C'est-à-dire ça, on va dire, c'est la version grand public, ça c'est la version industrielle, ça c'est la version militaire. Voilà, donc
c'est pas les mêmes tolérances, c'est pas les, je veux dire, un 199, il tiendra sans doute, par exemple, de moins 50 à 10 degrés, ça sera pas le cas pour un LM 399. Donc ça, c'est pareil, il faut voir, mais je veux dire, quand on bricole, par exemple, il y a des grandes chances que, voilà, c'est pareil, pareil pour un LM 358, vous mettez un 258, un 158, ça marchera pareil. Alors, il y a bien sûr les boîtiers qui changent, mais par exemple, maintenant, il y a des circuits, on les trouve en CMS, mais on a ces petits circuits imprimés, là, ces PCB, qui permettent de convertir des CMS en deal. Et ça m'a déjà sorti d'affaire. J'avais le circuit en CMS, et ben, j'ai utilisé ces petits circuits, ou pour des AOP, par exemple, ça, des fois, ça peut aider. Alors, il y a des familles aussi de CI, c'est les mêmes avec des puissances. Alors, on trouve surtout ça, par exemple, dans les alimes à découpage. On a toute une série de circuits, par exemple, et si on regarde les datasheets, il y a je sais pas moi, le machin XXX 22, 23, 24, 25, et on s'aperçoit que c'est les mêmes, mais qui tiennent des tensions ou des puissances différentes. Et là, pareil, généralement, qui peut plus, peu le moins. Donc, si par exemple, il y avait un truc 3 watts et vous mettez le 5 watts, il y a des chances que ça marche. Ça sera vrai aussi, par exemple, pour un régulateur de tension. Un régulateur de tension donné pour je sais pas, un ampère, bah, si vous en mettez un 2, généralement, ça marchera. Mais là encore, voilà, faut regarder les datasheets, c'est pas évident. Ce qui est sûr, c'est que plus le circuit intégré est spécialisé, plus ce sera difficile de trouver un équivalent broche à broche. Ça, c'est, enfin voilà, c'est très souvent, par exemple, vous avez un LM 3915, bah, c'est quand même un truc très spécialisé, donc il y a peu de chances quand même d'en trouver un qui se mette forcément à la place. Après, il y a des équivalents fonctionnels, mais fonctionnels, ça veut dire que c'est peut-être pas les mêmes valeurs de courant et tout ça, donc ça veut dire en gros, faut redessiner le schéma ou au moins l'implantation pour pouvoir les mettre. Bon voilà, ce qu'on peut déjà dire, on pourra en parler pendant des heures. Hein. Il y a le cas des relais, par exemple, j'ai oublié de dire, mais là c'est un petit peu, enfin vous avez un peu compris le principe. Le relais, s'il commutait 10 ampères, bah, s'il peut en commuter 20, ça ira. Il y a la tension de la bobine, où là, bah, faut essayer de prendre une tension, enfin je veux dire identique, hein, c'est un paramètre nominal, sachant que si on a un relais qui fait moins, on peut éventuellement mettre une résistance en série, par exemple, mais si ça fait plus, c'est pas évident. Enfin, vous avez, j'espère, compris un petit peu le principe. Après, comme je le dis, hein, plus on a d'infos sur l'usage, si on a le schéma, si on a le datasheet, plus on aura d'infos, plus on pourra savoir jusqu'où on peut aller, ce qu'on peut changer, pas changer, et trouver des substitutions. Donc là, bah, voilà, c'est un petit peu à chaque fois quand même un cas particulier, et comme toujours, réfléchir avant d'agir est une bonne idée. Pour cette vidéo qui j'espère vous aura intéressé, hein, voilà, le but c'était juste, hein, voilà, surtout pour les débutants donc, hein, de donner quelques conseils si vous n'avez pas le bon composant sous la main. Tiens Maurice, ça va Maurice? Quoi, qu'est-ce que tu me dis? Que je ferais bien de surveiller mon poids? Pourquoi tu veux que je le surveille? Je crois pas qu'il ait l'intention de se barrer, malheureusement. Grand GDEC, démon de résistance, vous trouve les meilleures substitutions, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.